Merci beaucoup, bienvenue. Merci encore d'être aussi nombreux connectés ce matin pour ce nouveau webinaire Argos. On va essayer de faire un format qu'on n'a jamais fait, un format un peu différent des webinaires produits classiques, puisqu'on va rentrer dans la tête d'un ingénieur thermicien. Alors, on va faire ça avec douceur, mais l'idée, c'est de suivre un projet concret, un projet réel, de A à Z, de la première visite jusqu'aux travaux, en rendant ça le plus concret possible avec des exemples au niveau des travaux, au niveau de la modélisation, etc. Et de vous laisser une discussion, un échange sans filtre avec notre invité. D'abord, un petit mot rapide pour se présenter. Donc, moi, je suis Romain David, je suis directeur de ITAC Pro. Le groupe ITAC comprend le bureau d'études ITAC, que vous connaissez peut-être, Télémac, le réseau d'artisans, et ITAC Pro, qui contient le logiciel Argos. Le bureau d'études, c'est évidemment l'activité historique au sein d'ITAC, où nos ingénieurs thermiciens sur le terrain accompagnent nos clients dans leurs projets de rénovation énergétique. Et c'est de là qu'est né le logiciel Argos. À force d'être un peu frustré par d'autres logiciels de modélisation, c'est comme ça qu'est née la conception d'Argos pour faire un logiciel fait par des auditeurs et pour des auditeurs il y a maintenant plus de 2 ans. Rapidement, c'est un logiciel certifié évidemment pour les audits et DPE, entièrement en SaaS. Donc en SaaS, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est accessible depuis n'importe quel ordinateur ou n'importe quel navigateur. Ça a permis aujourd'hui à faire plus de 3000 audits et DPE auprès de centaines de clients qui peuvent être des bureaux d'études, des architectes ou des auditeurs. Notre objectif en tant que concepteur de ce logiciel, c'est de faire diviser par 2 le temps d'audit. C'est vraiment la vision à laquelle on s'accroche depuis le début. Mais je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur Argos. Vous allez voir dans quelques instants comment ça se déroule dans un cas concret avec quelques exemples précis. Gardez un œil sur la partie modélisation si vous n'avez jamais testé Argos. Ça vous permettra de visualiser comment on essaye de concevoir la chose et de vous faire gagner du temps sur cette partie-là. Notre invité du jour, c'est le moment de le présenter. Il s'agit de Timothée Fleury. Donc Timothée qui est ingénieur thermicien au sein d'ITAC. Timothée, bonjour. Bonjour Romain et bonjour à tous. Salut Timothée, tu es ingénieur thermicien depuis 5 ans chez ITAC. Tu es basé à Lyon. Tu as vu naître Argos, tu as travaillé sur Argos quand il était tout bébé et tu connais tout ça par cœur. Et aujourd'hui, tu vas nous ouvrir ton carnet, tes petits papiers pour nous montrer un de tes projets réels, ta matière que tu as constituée, tes photos, tes hypothèses de scénario, etc. On va tout découvrir avec toi. On a très hâte de commencer. Juste avant, j'annonce le programme pour que vous ne soyez pas perdus. Il y aura la présentation du logement au début, donc quelques éléments sur quelques photos, la découverte du bien, etc. La modélisation, quelques points de détail sur l'état initial, les scénarios, etc. Les travaux, un petit focus avec des photos sur l'ITE, le SARKing, et bien sûr vos questions-réponses. Et je finirai par ça avant de te laisser la parole. N'hésitez pas à utiliser le chat. Moi, pendant que Timothée parle, je scanne toutes les questions, on les met de côté et on y réagit à la fin ou pendant. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci encore d'être tous là. Timothée, merci à toi aussi de venir nous ouvrir tes petits papiers ce matin et je te laisse la parole. Merci beaucoup Romain et à votre attention à tous, n'hésitez pas à noter les numéros des slides sur lesquels éventuellement vous vouliez qu'on revienne quand on en sera sur les questions-réponses. Alors, je suis Timothée Fleury et pour me situer dans le sondage du début, moi actuellement j'ai 8 clients qui sont en cours de chantier, qui sont dans le dur des travaux. Donc sur ces 8, j'en accompagne 6 en tant que MAR, 2 en tant qu'AMO seulement, et puis 1 dont je suis maître d'œuvre. Donc j'étais dans les entre 5 et 10 et merci d'avoir tous répondu. Quand on s'est posé la question du petit sondage d'entrée avec Romain, on a eu aussi l'idée de se poser la question: qui parmi vous voit un peu la courbe s'inverser entre les demandes liées plus au confort d'été versus les demandes habituelles de rénovation énergétique ou d'accès aux aides? Parce que nous, on a vraiment une demande de plus en plus forte là-dessus. Et ça tombe bien parce que c'est un peu en lien avec le projet que je vais vous présenter, puisque c'est un projet sur lequel on a beaucoup axé sur le confort d'été et on en voit déjà les résultats. Donc, pour vous présenter de quoi il s'agit,
On est sur une maison individuelle ancienne, en pierre, qui se situe, dans la région de Chalon-sur-Saône. C'est, la longère que vous voyez en haut à gauche et qui est donc, avec une façade orientée plein sud, donc ces 2 pignons sont est et ouest et elle a en gros à peu près, la moitié du bâti qui est habité, c'est la moitié côté est. Le reste, à gauche donc de la photo, c'est plutôt des locaux techniques, ateliers et cetera. Et c'est une petite famille qui vit là-dedans depuis 20 ans, et au cours de la visite d'audit énergétique que j'avais fait, alors ça commence à dater, hein, c'était il y a un peu plus de 2 ans. C'était au mois de mars, 2024 et je me souviens que j'étais venu aux aurores parce que, le monsieur, que j'appellerais monsieur webinaire, avait besoin, d'avoir des résultats, caméra thermique, à l'appui parce qu'il sentait vraiment des problématiques de froid et il voulait qu'on puisse voir ça et comme, c'était déjà un peu le début des beaux jours et ben, on avait fait ça très, très tôt le matin et donc ce qui était assez intéressant avec lui, c'est qu'il faisait appel à nous avant tout pour régler, une problématique de confort et puis en fait, il s'est rendu compte que, il y avait à travailler sur sa maison et qu'en plus, il devenait éligible à des montants d'aide intéressants. Donc c'est pour ça qu'on a pu concrétiser un projet qui est assez ambitieux, comme vous allez pouvoir le voir. Donc maison ancienne, chauffée au fioul, à la base et dont, le propriétaire a petit à petit rénové en, alors faisant remplacer les menuiseries extérieures par du double vitrage, donc qui date maintenant du début des années 2000, mais qui reste encore très, très, correct. Il a lui-même isolé ses rampants, heu, avec, 2 couches de 8 centimètres de laine de bois et posé lui-même le pare-vapeur. Donc là encore, ça a plusieurs années, mais il se trouve que c'est plutôt en bon état. J'ai eu l'occasion de l'inspecter en détail. Il avait aussi lui-même posé une VMC double flux, donc il a tiré tous les réseaux et cetera, fait ça lui-même et simplement, comme il voulait petit à petit se séparer du fioul, eh bien, il s'est fait installer un ballon électrique dans son atelier et il avait d'origine un poêle à bois, mais qu'il ne s'est mis qu'à utiliser en source principale de chauffage, le but étant d'utiliser la chaudière fioul le moins possible. Quelques plans du logement qu'il m'avait dessiné lui-même et qui m'ont été évidemment, très utiles. Donc, vous voyez sur la vue de dessus du rez-de-chaussée que c'est donc toute la partie de droite, enfin avec, vous voyez qu'il y a un mur de refend qui sépare le logement en 2. La cuisine est à gauche du mur de refend. C'est le seul la seule partie du logement qui donne sur des combles perdus qu'il a isolé lui-même et toute la partie de droite est, sous rampant. C'est ces fameux rampants qu'il a également isolés lui-même. Alors, pour modéliser le projet, je vais passer sur Argos et vous montrer. Donc, sur les systèmes, c'est très simple, hein. On avait la chaudière fioul en générateur et le poêle à bois ancien qui datait, de avant même qu'il achète la maison et puis un réseau hydraulique, donc de radiateur haute température, sans robinet thermostatique et son chauffe-eau électrique avec pour VMC, donc une ventilation, double flux. Ensuite, si on rentre dans la bibliothèque des parois, on a en plancher bas uniquement la dalle béton sur terre-plein non isolée. Ça, c'était pour modéliser un plancher intermédiaire pour, quand je modélisais le deuxième étage et montrer que le plancher bas était pas déperditif puisqu'il donnait sur le rez-de-chaussée. Et en termes de plafond, on a donc 2 types de plafonds déperditifs, celui de la cuisine qui donne donc sur ce fameux grenier, qu'il a isolé lui-même et les rampants qu'il a également isolés lui-même. Et là encore, j'avais mis un, plafond intermédiaire pour, quand on est dans le salon et qu'on regarde au-dessus de nos têtes, on donne sur les chambres et donc ça n'est pas déperditif. Et les murs, alors ils sont très nombreux, c'est un peu la 4 fromages, des murs. Pourquoi? Parce qu'en fait, structurellement, c'est toujours de la pierre, mais certains murs ont été isolés, alors soit d'origine avec encore un reste de polystyrène, soit il a lui-même fait par endroits une correction thermique, chaud-chambre. À d'autres endroits, il est isolé un peu plus fortement avec 10 centimètres de laine de bois. Et puis il y a un mur qui donne sur un certain type de LNC qui est l'atelier, c'est le mur de refend. Il y a un autre mur qui donne sur sa véranda, donc ça fait un local non chauffé qui, lui, est un espace solarisé. Donc voilà, ça fait pas mal d'espaces tampons différents entre le grenier, la véranda, l'atelier qui est à côté. Et en termes de fenêtres, bon, elles sont toutes les mêmes, sauf les fenêtres de toit. Et on a une fenêtre à l'étage qui était pas spécialement, performante. Plus une porte sur garage qui faisait partie
qui faisait partie du projet de rénovation. Donc si on dessine tout ça, au rez-de-chaussée, eh ben, avec les codes couleurs des murs, ça fait un joli arc-en-ciel. Donc en orange, en gros, vous avez les murs qui ne sont pas isolés. En jaune, c'est la correction thermique chaud-chambre. Ici, on a de la laine de bois. Ça, c'est le mur qui donne sur son atelier. Et ça, c'était le mur anciennement isolé avec du polystyrène. Et ça, c'est la petite portion de mur qui donne sur sa véranda, donc qui est solarisée. Si on regarde les planchers hauts, si vous voyez bien mon écran, ici, voilà, en plancher haut, ici, on donne sur le grenier, alors que les autres, c'est des planchers que j'ai appelés intermédiaires parce que non déperditifs. Et si on monte à l'étage, eh bien, les planchers bas, c'est les planchers non déperditifs. Et en plancher haut, on a 2 rampants qui sont de même surface parce qu'on a exactement la même surface qui donne côté nord et côté sud. Et côté sud, si on rentre dans le détail, eh ben, c'est là qu'on a les 2 fenêtres de toit, qui d'ailleurs seront remplacées. Donc voilà pour l'état initial. Et alors en termes de... Alors je passe sur l'onglet validation, même si ça fait partie des choses que j'adore sur Argos, pour pouvoir checker son modèle, regarder les surfaces totales de murs, euh, les U, les petits B correspondants et être certain qu'on n'ait pas fait une erreur quelque part. Donc, alors à l'état initial, on arrive aujourd'hui en étiquette E, mais du temps où j'ai fait l'audit, c'était avant le changement du facteur de conversion entre énergie primaire et énergie finale. Donc, on était tout juste en F, on était à, je sais plus, 335, je crois. Mais donc, il a quand même pu bénéficier des aides pour 3 sauts de classe, puisque vous verrez qu'on arrive en étiquette C. Mais bon, c'est pas tellement l'étiquette énergétique qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce qu'on a modélisé comme scénario de rénovation énergétique. Donc, sur l'enveloppe, on était d'accord sur le fait qu'il voulait réisoler l'entièreté de ses murs par l'extérieur. Donc ça, c'était très clair. Et ensuite, comme sa toiture était fatiguée et que les tuiles menaçaient d'être, enfin, qu'elles avaient besoin d'être remplacées, eh bien, on a opté pour un sarking. Et là, simplement, la question qui s'est posée, c'est que comme on allait copieusement isoler par-dessus, moi, je lui avais suggéré de dire, comme on fera le job et en termes d'isolation et de confort d'été, avec la lame d'air ventilée, et cetera, il pouvait tout à fait envisager de déposer l'isolation qu'il avait faite lui-même et de gagner autant en surface habitable et en espace de vie dans son étage, parce que c'est quand même un petit peu bas de plafond, ces rampants. C'est pour ça que j'ai modélisé là un sarking avec soit des rampants actuels conservés, ce qui finalement a été retenu, soit des rampants déposés. Et pourquoi ça a une importance? C'est qu'en fait, dans ces cas-là, bon déjà, on ne conserve pas l'isolation existante, donc on décoche cette case-là, donc on fait vraiment comme si on avait déposé la laine de bois actuelle. Et surtout, là où ça joue, c'est que on gagne en surface habitable, bien sûr, puisque donc il y avait toute une partie de ces rampants, bien sûr, qui faisait qu'on était en dessous d'1,80 m. Et si on enlevait cette épaisseur d'isolant, évidemment, on faisait reculer cette ligne limite du 1,80 m à hauteur de, c'était quand même pas négligeable, on gagnait plus de 6 m². Petite parenthèse là-dessus, c'est vrai que sur Argos, quand on isole un mur, il en calcule automatiquement la perte de surface habitable, donc en fonction de la résistance thermique qu'on applique et du matériau. Je pense qu'il doit appliquer 0,032 pour de la laine de verre et 0,040 à mon avis pour de la laine de bois, mais du coup il en déduit ça, plus vide technique, plus placo, et ça fait une épaisseur perdue qui multiplie par le linéaire de mur concerné, et ça fait une surface habitable perdue. Malheureusement, ça ne marche pas encore pour les rampants, parce qu'évidemment, en rampant, quand on isole, c'est parallèlement à la surface du rampant, mais la ligne qu'on décale, elle est horizontale, donc il y a un sinus de l'angle entre les deux. Donc, ce qui suppose de connaître l'angle. Donc, moi, je fais le calcul à la main et du coup, je la retire manuellement de cette façon-là. Habituellement, ici, on renseigne une surface habitable qu'on a perdue, évidemment, donc en positif. Moi, là, comme il s'agissait de gagner de la surface, j'ai renseigné en négatif une surface perdue. Voilà, ça c'était un petit détail que je voulais vous montrer à ce niveau-là. Donc sur l'enveloppe, on s'est parlé de tout. Et puis oui, en termes de menuiserie, il y a les 2 fenêtres de toit qui seront remplacées avec le sarking et la porte sur l'atelier. Et c'est surtout au niveau des systèmes qu'on s'est posé des questions parce que donc lui ne voulait que remplacer son poêle à bois par un beau poêle à bois étanche. Moi, j'avais envie d'explorer la piste poêle bouilleur parce que quand même il a un réseau hydraulique, nous l'oublions pas. Je trouvais ça intéressant que son poêle lui fasse aussi l'eau chaude et l'eau chaude dans les radiateurs. Et puis, on a exploré aussi la piste du chauffe-eau solaire individuel, parce qu'il a quand même un pan de toiture plein sud qui serait un rêve pour chauffer son eau toute l'année. Et enfin, dernier point que j'ai exploré, c'était une VMC double flux thermodynamique, c'est-à-dire apporter un petit complément de chaud en hiver et de froid en été,
Alors là aussi, je fais un petit zoom sur comment j'ai modélisé ça. J'ai pas trouvé mieux que ça sur la 3CL et en m'intéressant autour de moi, j'ai vu que, en effet, c'était a priori la bonne façon de faire. Mais je serais preneur de vos retours si vous avez d'autres façons de faire. Mais en gros, on y met une PAC RR tout simplement, dont on limite la puissance parce qu'on dépasse rarement, 2 kilowatts de puissance en VMC double flux thermodynamique. Voilà, et on l'associe sur la VMC à un remplacement de VMC double flux. Bon, il se trouve que c'est là non plus pas la solution qui a été retenue, mais voilà, ça fait partie des scénarios qu'on avait envisagés. Et vous voyez dans les systèmes une PAC Aero, ça c'était juste pour satisfaire l'audit réglementaire et d'avoir mes 2 premiers scénarios qui atteignent bien l'étiquette B, même si à aucun moment ils n'avaient envie de mettre une pompe à chaleur. Du coup, mes scénarios, ils sont là. Je mets sur la fin, en général, les scénarios de l'audit réglementaire. Et puis, en fait, c'est les 4 premiers qui ont vraiment été explorés. Mais au final, celui qui a été retenu, c'est ITE plus Sarking plus remplacement du poêle. Et ça donne les résultats suivants. En gros, dans tous les cas, on était en étiquette C. À un petit détail près, c'est que, je vous montrerai aussi sur les travaux, vous savez, quand on isole un mur par l'extérieur et que ce mur est en liaison avec un plancher bas lourd, il y a donc de base un pont thermique, non négligeable, mais il est en plus accentué par l'isolation extérieure, si on ne prolonge pas l'isolant, en profondeur le long du mur. Et ça, c'est quelque chose qui, sur Argos, n'est pas encore pilotable. C'est-à-dire que par défaut, ils considèrent que l'ITE s'arrête au niveau de la dalle et donc ils majorent en effet le pont thermique. Donc là, ces calculs, ils sont un peu pénalisés par ça. En attendant une nouvelle fonctionnalité que j'espère très prochaine, où on pourra peut-être cocher une case disant je prévois de prolonger l'isolation pour couper le pont thermique de liaison mur-plancher bas. Donc voilà pour les résultats de la modélisation et à présent, je pense qu'il est temps de regarder à quoi ça ressemble pour de vrai, une fois que les artisans ont pris en main le chantier lors de la réalisation effective des travaux. Alors, quelques photos que j'ai prises, moi, pendant ma visite intermédiaire en tant que MAR. Alors c'est vrai que monsieur Webider, il n'était pas très photographe, dans l'âme, donc j'ai pas eu beaucoup de photos en cours de chantier. Et comme, c'était sur Châlons et que moi je suis basé à Lyon, je passais pas devant tous les jours, donc c'est des photos que j'ai prises moi en cours, mais qui sont déjà, très parlantes. En gros, la première chose qu'on peut voir, alors on peut déjà citer l'artisan qui s'est occupé et de l'ITE et du Sarking parce que c'est vraiment un très, très bon et très qualitatif, donc il s'appelle Charpente Pro. Pour ceux d'entre vous, je l'espère nombreux et nombreuses, qui sont dans le secteur de Chalon-sur-Saône, c'est vraiment, un excellent artisan qui était à la base, alors charpentier de base, puis constructeur de maisons ossature bois. Ils ont fait beaucoup de passifs et après, quand ils font des chantiers de rénovation énergétique, bah, souvent ils allient ITE plus Sarking et ils sont des spécialistes dans, la jonction des interfaces entre les 2, comme vous allez pouvoir le constater. Alors ce qu'on voit là sur les photos, c'est la première couche, d'ITE, donc il y avait 2 couches heu, 2 couches de 100 millimètres. Alors je me souviens plus de tête comme ça, mais je pense que ça devait être ça, ouais, 200 au total. Ouais, 200 au total, c'est ça. Et ce qui fait que donc il pouvait un peu faire sa vie sur la première couche en termes de, gestion entre panneaux, pièces en L autour des fenêtres et cetera. Parce qu'en fait, ce soin-là, il l'a porté sur la deuxième couche de finition, pour lequel là, le harpage était, irréprochable, les pièces en L aussi et cetera. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y avait pas un atome de mousse PU sur ce chantier. C'était vraiment tous les joints étaient, impeccables et quand ils ne l'étaient pas, parce que ça arrive, ils comblaient avec des chutes, de laine de bois ou de fibre de bois. Donc c'était, vraiment assez exemplaire et ce que j'ai beaucoup aimé chez lui aussi, c'était donc la Juste une jonction des petite question, interfaces. je t'interromps juste pour parler de cette question d'Antoine sur le crépissiment. Oui, très juste. Alors en effet, bonne question. On s'est posé la question de ça. En fait, c'était justement, en discussion avec cet artisan. Moi, c'était ce que j'avais préconisé aussi aux clients au départ. Mais en fait, ce qu'il a vu aussi bien que moi, c'est qu'il y avait aucun sujet de remontée capillaire. Or, c'est souvent le sujet premier pour lequel on préconise de piquer l'enduit ciment et au moins sur le 1er m 50.
c'est pour que si remontée capillaire il y a, eh ben, elle puisse au moins s'évacuer par l'extérieur, que le mur puisse sécher par l'extérieur. Là, c'était vraiment absolument pas le cas. Et ensuite, bah, l'autre sujet qui peut se poser, c'est le sujet de la condensation, mais qui là, en ITE, pour le coup, on s'en éloignait évidemment très fortement. Et du coup, d'expérience lui-même, l'artisan lui-même a jugé non nécessaire, puis en plus du surcoût que ça occasionnait, parce qu'il voyait qu'il n'y avait aucun risque. Donc moi, j'ai totalement validé qu'il n'y avait aucun risque d'un point de vue de la condensation. Et comme j'ai constaté comme lui qu'il n'y avait pas de sujet de remontée capillaire depuis les 20 ans que cette famille habitait cette maison, eh ben, on a considéré qu'il était peu risqué de conserver cet enduit. Je fais un zoom donc sur la gestion, l'interface ITE Sarking au niveau du pignon. Ce qui est assez, joli à voir, c'est le fait qu'il ait prolongé, la fibre de bois en Sarking de l'épaisseur de la première couche d'ITE sur le pignon. C'est ce que vous voyez à gauche. Comme ça lui permettait ensuite de recouvrir avec la deuxième couche d'ITE, les deuxièmes 100 millimètres, venaient du coup recouvrir le champ de l'isolant de la toiture. Et on se retrouvait avec aucun déport de toiture, comme c'était le cas à l'origine. Il y avait un respect vraiment total de l'esthétique de cette maison au départ. Donc ça, c'est quelque chose qui était quand même très très joli à voir. Alors on voit pas encore à cet endroit-là, parce qu'ils n'en étaient pas là, mais le traitement de l'isolation en tableau. Mais il y a bien eu 40 millimètres de fibre de bois de jonction sur les tableaux pour traiter correctement les ponts thermiques sur toutes les menuiseries. Et si on regarde comment ça se passe entre le sarking et la façade, là, ce qui était assez appréciable, c'est le fait que, pour éviter d'avoir une épaisseur visuelle de tout le sarking, c'est-à-dire les 2 couches de là, pour le coup, c'était 2 fois 120 millimètres, plus, vide d'air, contrelatage, les tuiles et cetera. En fait, il a reconstitué un chevronnage qui est là uniquement pour l'esthétique, c'est-à-dire pour finaliser le dépassé de toiture avec une épaisseur de déport de toit classique. Là encore, pour respecter l'esthétique de départ. Donc ça fait qu'au final, cette maison, elle a légèrement gonflé, évidemment, d'ITE plus sarking, mais en fait, elle a conservé ses proportions, comme vous pourrez le voir ensuite sur les photos finales. Donc ça, c'était assez joliment réalisé. Je te pousse une question d'Eric. Oui. Est-ce que tu la vois? Comment a été fait le comblement sous le chevron de rive? Alors, sur le chevron de rive, Eric me pose une petite colle. Une Est-ce que colle, ça se ouais. voit? Ouais, si, à cet endroit-là, si. Alors, je suppose que c'est le matériau que vous aimeriez connaître. Alors, ça ressemble là comme ça à du bois massif, mais je vous avoue que je n'en connais pas le détail. Donc, Là, on voit plus ta slide, là, on voit Argos à nouveau. Peut-être que tu ah peux oui, recliquer pardon. sur la slide que tu. Ouais, voilà. Donc, je vais me renseigner, Eric, parce que bonne question. Je ne sais pas exactement comment il a comblé les têtes de chevron en rive, mais c'est sûr que c'était en tout cas. Ah si, on verra peut-être ensuite sur la photo de façade en finition, qui est celle-ci. Ouais, mais on est un peu trop éloigné. Bon, là, ce qu'on voit, c'est que, alors évidemment, il n'a isolé que la partie qui était habitée. Donc ça, c'est le petit côté, on pourrait dire, discutable esthétiquement de la rénovation. C'est que du coup, cette longère, elle a un peu perdu son unité, autant en termes de toiture que de mur. Mais évidemment, ça aurait été problématique, enfin même impossible financièrement, d'isoler la totalité et puis surtout pour voilà, pour une maison qui ne l'est pas habitée, il n'y avait pas de sens. Donc de toute façon, bon, ça a été validé, ça a été fait, cela dit, relativement proprement. C'est vrai que là, c'est la photo de gauche, elle accentue un peu cet écart visuel et quand on est côté rue, vraiment, ça se voit pas et tout ça a été bien sûr de toute façon, validé en mairie. Ici, alors ce que j'aurais aimé que monsieur Webinaire m'envoie, c'est des photos justement du traitement des pieds de mur. Donc c'était avec du foam glass, vous voyez cette mousse de verre là, isolante, imputrescible, qui est descendue jusqu'à 40 centimètres sous le niveau du terrain naturel. Et si je regarde sur la slide suivante, ah non, je vous montrerai après comment c'est en pignon. Ça, c'est simplement pour vous montrer une photo de la VMC double flux qui est donc dans la partie non chauffée, contrairement à ce que pourrait laisser croire ce pare-vapeur qui avait été mis en place à l'époque aussi par le client.
Et puis à droite, le poêle à bois récent, étanche, qui lui est équipé de sa prise d'air, donc il y a eu carottage du mur derrière pour pouvoir avoir un accès direct sur l'extérieur pour l'air comburant. Alors avant-après, ça donne ça. Donc comme c'est la partie non habitée qui est côté rue, c'est ce que je vous disais, la partie rénovée finalement est pas si visible que ça. Et puis quand on la voit, parce que qu'on est dans le jardin, évidemment, ça a cet aspect très neuf qu'on a en sortie d'ITE. Il faut que le temps refasse un peu son œuvre et puis que les végétaux poussent à nouveau sur cette façade. Mais en tout cas, les finitions sont vraiment impeccables. Donc comme je vous le disais, on passe d'une étiquette E à une étiquette C, même si c'était pas tout à fait, l'enjeu de départ. Enfin si, quand même, les 3 sauts de classe ont pu nous permettre de maximiser les aides financières, hein, ça c'est sûr. Donc ça a aidé clairement à concrétiser le projet. Et voilà un petit zoom donc sur, le pilier. Juste une petite question avant de passer à la suite sur comme la gestion, l'isolation plutôt du mur mitoyen avec le local non chauffé. Oui, c'est vrai. En fait, ce mur-là, il était déjà isolé d'origine par monsieur Webinaire avec, je sais plus, mais je crois que c'était les mêmes, 2 fois, 80 millimètres qu'il avait mis sous ses rampants en laine de bois. Donc en fait, ce mur-là, on n'a pas eu à le toucher, il était déjà isolé. Petit retour d'expérience qu'on peut commencer à avoir parce qu'en fait, j'ai fait cette visite finale, c'était au début du mois de mai, c'était juste avant l'épisode de forte chaleur qu'on a eu et déjà, les occupants ont pu vraiment, me voir la différence par rapport aux nombreux étés qu'ils ont passés, sous leur rampant même réisolé et où ça pouvait monter jusqu'à, 32 degrés. Et là, ils n'ont pas dépassé 28, même pendant, les 2 semaines qu'on a eues vraiment de canicule à ce moment-là. Donc ils sentaient vraiment la différence. Puis moi-même, je l'ai senti en visite finale où il faisait chaud ce jour-là et bon, on connaît tous cette sensation de rentrer dans une maison en pierre quand c'est le début de la période de chauffe, mais là, c'était quand même vraiment, on avait vraiment la sensation qu'il y avait la clim. Et puis ce que j'ai hâte de connaître et de demander à monsieur Webinaire, c'est ses futures consommations de bois pour pouvoir comparer en hiver prochain, avec tous les hivers précédents qu'il a passés dans sa maison avant rénovation et aussi son ressenti en confort d'hiver. Parce qu'en fait, son problème principal en utilisant son poêle à bois qui était ancien et malgré sa VMC qui était déjà à double flux, c'est qu'il avait un vrai souci d'uniformisation des températures dans ses pièces. C'est-à-dire que le poêle, vous voyez, il est contre le pignon est, de l'autre côté dans sa cuisine. Heureusement qu'il faisait la cuisine pour réchauffer un petit peu parce que, voilà, s'il s'interdisait d'utiliser la chaudière fioul, il avait vraiment froid de l'autre côté, ce qui est bien compréhensible. Là, l'idée, c'est que, avec un poêle performant, une isolation très forte de l'enveloppe et une nouvelle VMC double flux, j'ai bon espoir que ça aide à harmoniser les températures dans toutes les pièces. Ce qui n'a pas pu être fait parce qu'en fait, on a réutilisé les conduites, enfin les gaines de ventilation, d'origine. C'est ce que font certains artisans ventilistes quand il y a un combo, poêle à bois ou poêle à granulés plus VMC double flux. Ils mettent une bouche d'extraction juste au-dessus du poêle pour pouvoir capter l'air chaud et envoyer toutes les calories directement dans l'échangeur. Comme ça les renvoie ensuite, dans toutes les autres pièces de vie. Donc là, évidemment, on n'allait pas recréer une gaine, et tout percer et passer dans les murs pour ça, mais c'est quelque chose qui, fonctionne bien quand on est sur une rénovation, totale avec une VMC totalement neuve. Et je pense avoir tout dit. Pour ce qui est de mon retour d'expérience à moi, c'est que, il y a toujours, voilà, un décalage, hein, entre, quand on est en phase conception et en phase calcul thermique, surtout en utilisant la 3CL qui a quand même vraiment ses limites. Bon, bah, on est toujours un peu limité. On a toujours ça via le prisme de, l'étiquette énergétique, les aides financières et en fait, c'est au moment où on passe à l'action et où vraiment, les artisans entrent en scène que, là, on voit l'utilité du boulot. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que Argos, évidemment, m'a énormément été utile sur la partie, enfin, la fluidité de tout ça et de l'édition de l'audit réglementaire. Mais en fait, surtout, le cœur de tout ça, ça s'est passé après, ça s'est passé pendant la réalisation, dans les échanges avec les artisans. Et ce que je souhaite bientôt, il se trouve qu'on va travailler là-dessus, enfin, pas moi personnellement, mais chez Itac, c'est que le confort d'été, justement, puisse être pris en compte de façon un peu plus, quantifiée
mieux que le petit smiley qui est actuellement présent sur les DPE selon qu'on a un logement traversant ou pas, ou équipé de protection solaire. On aimerait pouvoir quantifier vraiment les travaux qu'on met en œuvre sur le confort d'été, parce que là, pour le coup, on a pu véritablement le mesurer au thermomètre. Merci beaucoup Timothée. J'ai pas mal de questions, donc je vais te relancer là-dessus. Je te les affiche au fur et à mesure. Normalement, tu dois pouvoir les voir aussi. Le Oui. chauffage fuel, de mémoire, tu me dis si je me trompe, mais il n'a pas été conservé, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait, ça a été entièrement déposé. En gros, ce qu'ils ont conservé, c'est le réseau hydraulique, parce que sinon ça aurait été trop d'impact dans la maison, qui était quand même propre, mais ils ont déposé la chaudière et la cuve. Voilà. C'est ce qui me semblait. La question est revenue 2 fois sur le UBAT et le UBAT de base sur ce projet-là. Je ne sais pas si tu as ça en tête. Ouais, et ben, je peux Ou le regarder, tu peux trouver ça sur Argos. tout à fait. On y arrive. En fait, on est à ah bah, c'est étonnant. Je le découvre en même temps que vous. Attendez, je le partage. Pardon. C'est bon, on voit Argos. OK. En fait, on est sur un UBAT de 0,41 pour un UBAT de base de 0,41 et du coup, je vous remercie de me montrer qu'on est OK là-dessus, sur le scénario qu'on a fait. Pourquoi c'est pas le cas là? Ah oui, parce que quand on déposait les rampants, évidemment, on réduisait la résistance thermique au niveau des rampants. Donc en fait, sur tous les scénarios sur lesquels on conservait les rampants, on était pile au UBAT de base. Merci de me l'avoir, montré. Merci Pascal. Une question de Louis sur la ventilation de la toiture. Je sais simplement qu'il y a eu, un contrelatage, c'est-à-dire une lame d'air ventilée donc pour créer un effet cheminée, c'est-à-dire entre l'égout et le closoir, c'était un closoir ventilé. Et donc, il y avait, ça devait être certainement 27 millimètres de lame d'air entre les tuiles et le pare-pluie. Parfait. Y a-t-il un suivi du taux d'humidité relative? Non, mais c'est une bonne question et il faudrait que je le demande à mon client, en effet. Et je vais me noter ça. Voilà, bah, super. Ouais, très Merci bien. Antoine. Je continue. Je pense que tu as un petit problème de connexion, mais on ne te voit plus, mais c'est pas grave, on t'entend. Alors là, c'est plus un commentaire, je pense, de Marc. Poêle de masse très économe à l'usage aussi, avec une VMC et des brasseurs, c'est top. Tout à fait, je plus sois. Tu plus sois. Tac, une question de Louis encore. Les Les chevrons, en fait, ils n'ont pas été prolongés parce que les existants n'ont pas été conservés. En fait, ce qui s'est passé, c'est que alors ça se voit, enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas été conservés, pardon, c'est qu'ils n'ont pas été utilisés pour le sarking. Si on regarde, est-ce qu'on le voit un peu là-dessus? Non, on le voit plutôt sur ouais, si, voilà. Ici à gauche, ce que vous voyez sur l'épaisseur de l'isolant en sarking, c'est que de temps en temps, il est interrompu par une section de panne. En fait, ils ont remis en place des pannes qui franchissaient de pignon à mur de refend, et puis et ensuite, pour en gros ne pas faire porter à la charpente existante tout le poids rajouté par l'isolant, les chevrons de propreté, le contrelatage, etc. Donc en fait, ils ont soulagé la charpente existante, bon, des tuiles existantes bien sûr. Ensuite, par-dessus, ils ont mis une nouvelle charpente porteuse entre lesquels ils ont mis l'isolant, puis chevron, à nouveau isolant entre les chevrons, puis pare-pluie, contrelatage, lame d'air ventilée et tuiles. Et est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, du coup, les chevrons n'ont pas été prolongés. En fait, ils ont été rajoutés par-dessus et ils se prolongent en effet après l'épaisseur de sarking pour reconstituer ce petit dépassé de toiture, qui en effet est pas gigantesque, mais en fait, ils l'ont reconstitué un peu à l'identique de ce qui existait. Donc, avant tout pour des raisons esthétiques et aussi de validation vis-à-vis de la mairie. Et donc, je suppose que ça protégera aussi bien la façade que ça le faisait par le passé. Merci. Une question de Marc à présent sur les menuiseries et l'éventuelle protection solaire appliquée. Oui, en effet. Alors, en fait, ce qui est prévu, mais c'est vrai que ce qui était prévu, mais qui n'est pas encore concrétisé, c'est des protections solaires de type casquette. Donc, en fait, dans l'ITE, ils ont prévu à certains endroits des fixations à rupture de pont thermique et à d'autres simplement des bastings type muralière, quoi.
en prévision que Monsieur Webinaire, à terme, mette des protections. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas de ni volet, ni brise-soleil orientable. Il voulait pouvoir avoir des casquettes fixes. Donc, c'est ce qui sera le cas, mais dans un deuxième temps. Parfait, merci. Et peut-être une dernière question. Enfin, n'hésitez pas si vous en avez encore une ou deux, on aura le temps. Mais la dernière pour l'instant, sur le test d'infiltrométrie Et avant non, après alors, travaux. ouais, en effet, j'ai pas réussi à le convaincre de faire ça. En fait, j'ai craint, parce que il était assez attaché quand même aux travaux qu'il avait fait lui-même, et notamment sur ses rampants. Et à chaque fois que je soulevais le fait qu'il pouvait y avoir une faiblesse, soit dans l'isolant lui-même, soit dans la pose du pare-vapeur, etc., j'ai senti que je touchais un point sensible et que vraiment ça lui faisait très mal de déposer son lambris et éventuellement de remettre en question sa pose d'isolant et de pare-vapeur. Et du coup, le test d'infiltrométrie aurait sans doute mis à jour des petites faiblesses, peut-être même des grosses faiblesses. Et donc, voilà, il a un peu balayé ça d'un revers de main. Je le regrette, moi, et je regrette surtout d'avoir pas réussi à le convaincre. C'était, c'est Monsieur Webinaire qui décide. Voilà. Deux autres questions, enfin non, j'en ai d'autres qui arrivent du coup là, comme j'ai dit que c'était la fin. Si on devait se passer de tuiles, quel serait votre reco? À se passer de tuiles. Alors, je suis en train, justement sur mon projet que je dirige en tant que maître d'œuvre, sur la recommandation du charpentier, parce que c'est pareil, on refait la toiture, on va poser des tuiles qui sont en aluminium recyclé. Donc là aussi, j'en fais de la pub parce que je découvre ça et je crois que c'est vraiment révolutionnaire. Donc la marque, c'est Prefa. C'est une marque autrichienne, je crois. Ils font tous les coloris et le principe, c'est donc de l'aluminium qui est à 95% d'allure recyclée, hein, c'est les anciens châssis vitrés, meubles, ustensiles, etc. Il y a seulement 5% d'aluminium pur, enfin neuf, pour pouvoir refaire un alliage qui dure. C'est teinté dans la masse. Ah non, pardon, c'est thermolaqué, excusez-moi. Et surtout, au lieu de peser 25 kilos au mètre carré, ça pèse 2,3 kilos au mètre carré. Donc c'est excellent pour tout. C'est beaucoup mieux pour ne pas avoir justement à reconstituer une charpente. C'est bon pour le dos des charpentiers. Et c'est bon pour le confort d'été parce que ça a un côté réfléchissant sur lequel on peut jouer. Et puis ça a très peu d'inertie, donc en fait, la nuit, ça reprend la température de l'air et ça rayonne pas du chaud dans le logement. Donc ça, ce serait la solution dont je voudrais vous parler. C'est la seule qui me vient là comme ça, mais n'hésitez pas à explorer cette piste de la tuile Préfa, qui n'est donc pas de la tuile, hein, c'est pas de la terre cuite, c'est de l'allure recyclée. Super, merci. Là, on va, si tu le veux bien, faire une salle de questions avec réponse rapide Ok, pour terminer. d'accord. La question sur l'arpage au niveau des angles, a-t-elle été répondue? Ça, je ne me souviens Oui, plus. alors elle a été répondue sur la deuxième couche. Ça se voit pas sur les photos parce que c'était la première couche, mais sur la deuxième, ils l'ont fait. Ok. Qu'en est-il de l'obligation de régulation de chauffage automatique par pièce avec la dépose de la chaudière fuel? Eh bien, ouais, c'est un sujet que j'ai un peu éludé et que si là, jamais j'étais, comment dire, questionné là-dessus, je m'en serais sorti grâce à la VMC, double flux, à qui je confiais du coup la régulation. Peut-on avoir une idée du budget total ou une tranche, une fourchette? Oui, bah oui, c'est très simple, j'ai fait la clôture, la semaine dernière. On était à, 68 000 €, je crois, pour tout compris, TTC. Parfait. Tuile en alu versus conductivité thermique, ça t'en as parlé. Oui, Ou c'est pas ça. d'ailleurs. C'est que certes, ça chauffe localement, mais il faut absolument évidemment une lame d'air ventilée qui, du coup, évacue la chaleur et par contre, ça refroidit, aussi «sec» entre guillemets, la nuit. Parfait. Et une dernière pour la route de Louis qui en a posé beaucoup, donc je la prends, Mmh. mais elle est un peu longue. Y aura-t-il un jour possibilité d'importer des plans DFX et de bénéficier de points d'accroche et également la possibilité de geler les dimensions des murs? Bon, ça, c'est des questions, j'avais pas lu jusqu'au bout, mais c'est des questions qui sont très relatives à l'utilisation d'Argos. Peut-être que tout le monde n'est pas encore familier avec le logiciel. N'hésitez pas à utiliser le forum dont bénéficient tous les utilisateurs pour poser ce type de questions. Ça nous aide à nous améliorer et on vous répond le plus vite possible.
Et je rassure Euh, Louis sur le fait que tout ce qu'il vient de citer, ça fait partie des choses qu'on demande à nos équipes de dev. Évidemment, ils ne peuvent pas tout prioriser, mais c'est bien noté. il est temps de conclure. On est encore 113 sur le chat, mais l'heure tourne. Merci déjà à Timothée pour ton partage de ce projet, qui est maintenant terminé, hein. Enfin, tu attends le débrief post-hiver, mais sinon, le projet est terminé là. Donc, merci encore en tout cas pour nous avoir partagé tout ça. Bah, merci beaucoup à toi d'avoir organisé ça, et puis merci à vous tous et vous toutes pour votre intérêt, votre attention. Ouais, merci à tout le monde. Merci d'avoir été si nombreux. N'hésitez pas, pour ceux qui utilisent déjà Argos, si vous avez encore des questions à utiliser le forum. Ceux qui veulent tester Argos, vous pouvez cliquer sur le petit bouton tester gratuitement. Il y a des tests, des semaines gratuites que vous pouvez débloquer dès l'inscription. Et si le format vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. Comme ça nous donne des idées pour les prochains webinaires, éventuellement refaire des présentations sur ce format-là avec un projet A à Z. Voilà, merci encore. Merci pour toutes vos questions. Merci Timothée. Et puis à la prochaine pour le prochain webinaire Argos. Et bonnes vacances d'ici là pour ceux qui en ont. Bon été à tous. Merci, au Merci, au revoir. revoir.